Alors, je vais d'abord vous parler d'une relation qui peut être faite avec la Business Simulation, The Fresh Connection. Je vais ensuite définir qu'est-ce que c'est que les buffers de compétences et le Demand Driven Skill Model. Ensuite, on verra comment cette approche permet de partager les compétences, comment lier ces compétences avec la compétitivité de l'entreprise. Comme on l'a dit toute la journée, tant que ce que l'on fait ne se voit pas en bas de la bottom line en termes de ROI, l'engouement risque d'être bref. Voilà. On va voir ensuite comment stratégiquement positionner ces skills et justement les mesurer. Et c'est là où je pense que ça va intéresser, tu réagiras Christine, les RH, parce que la possibilité de mesurer la situation de l'entreprise en termes de compétences, et c'est un sujet complexe. Et on commence à de plus en plus comprendre que les compétences, la capacité de l'entreprise à partager les compétences, c'est une richesse immatérielle. Et le fait de pouvoir le mesurer pourrait permettre de valoriser les entreprises qui le font par rapport à celles qui ne le font pas, alors qu'aujourd'hui, ça ne se voit pas dans les bilans et dans les comptes de résultats. Alors que ça peut parfois être déterminant pour que l'entreprise puisse croître et se développer. Voilà, et ensuite je reviendrai au modèle Demand Driven Adaptive Enterprise avec comment on utilise cette approche dans le fameux processus Sales and Operation Plan. Je laisserai la parole ensuite à Hassan qui, depuis déjà plusieurs mois, déroule la méthode dans son usine à Casablanca. Voilà, donc on a notre business case avec lui. Alors, le rappel, je commence par le rappel bref des fondamentaux du Demand Driven Adaptive Enterprise. Je vais être très rapide puisque je vais vous montrer 3 slides. D'abord, l'idée c'est que tout passe par le flux. C'est lorsque le flux circule rapidement dans l'entreprise que l'on va pouvoir rapidement obtenir le retour d'investissement des ressources consommées, d'une part. D'autre part, c'est pratique le flux parce qu'il y a un langage commun, ça concerne tous les départements de l'entreprise et ça peut servir de focus commun. La deuxième chose que je vais rappeler concernant l'approche de Demand Driven MRP, c'est que vous avez tous en tête le modèle traditionnel MRP2, avec la stratégie d'entreprise, le processus Sales and Operation Plan, le Master Production Schedule, le calcul MRP et puis la mise en œuvre opérationnelle. Donc ce modèle qui a été un modèle très vertueux pendant de longues années, depuis les années à peu près 80 jusqu'à il y a à peu près 10 ans, donc est totalement restructuré et remplacé par le modèle Demand Driven Adaptive Enterprise qui, et c'est pas un hasard, est représenté de façon horizontale alors que l'autre était représenté de façon verticale. On a travaillé sur ces sujets-là parce que, bien entendu, la représentation verticale figure une entreprise hiérarchisée, avec des niveaux hiérarchiques. La représentation de ce nouveau modèle d'entreprise horizontale figure le flux et plutôt l'intelligence collective qui va agir sur ce flux pour qu'il circule le plus rapidement possible et obtienne le ROI des ressources consommées avec une adaptabilité dès les fluctuations éprouvées ici sur le marché. Là, vous avez le futur et l'entreprise qui s'adapte avec un processus SNOP dit adaptive. On a au milieu notre SNOP qui devient un Demand Driven SNOP qui va traduire les objectifs stratégiques de l'entreprise en paramètres opérationnels pour dimensionner ce qu'on appelle un Demand Driven Operating Model qui consiste, je vais très vite, mais qui consiste à dimensionner, localiser et dimensionner les buffers. Ceux qui ont vu la présentation ce matin de Hassan ont vu ça plus en détail. Les autres pourront trouver beaucoup d'informations sur Internet sur ce sujet.
voilà, donc je vais me situer dans ce cadre-là. Un côté lié à la stratégie de l'entreprise, l'autre côté en prise permanente sur ce qui se passe au niveau du terrain. Là, on fait des prévisions grosse maille et sur le futur de l'entreprise, en particulier sur les marchés qui sont en croissance. Et puis là, on réagit grâce au buffer à la fluctuation des commandes au moment où elles arrivent. Et donc, dans ce modèle, on n'a plus du tout de prévision par référence et on n'a plus du tout de planification de la production. Donc, c'est vraiment très différent, mais c'est centré, comme je disais à l'instant, sur les flux. Et un troisième slide, et j'aurais fini pour résumer en 3 slides l'approche Demand-Driven MRP. Pourquoi est-ce que tout ça fonctionne dans cette nouvelle approche adaptive de l'entreprise? Eh bien, en fait, c'est parce qu'on va passer d'une... là, vous avez l'entreprise avec sa chaîne de valeur qui était calculée dans un MRP traditionnel. Alors, MRP, ça vous parle tous, calcul des besoins. Voilà. Le calcul des besoins a été fait sur des prévisions, donc par nature fausses, et ensuite comment on appelle ça, cascadés sur l'ensemble des niveaux de la nomenclature, explosés sur l'ensemble des niveaux de la nomenclature, avec une approche qu'on appelle linéaire, mécanique. C'est une approche mécanique. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui change là, il faut tout changer dans le reste de la nomenclature. Et donc ça, dans les années 80, quand il y avait peu de fluctuations, eh bien on arrivait à réactualiser les données correctement. Aujourd'hui, avec la variabilité très forte des marchés et aussi des fournisseurs et aussi les changements organisationnels fréquents dus à de nouvelles technologies, on n'est plus capable de réactualiser suffisamment rapidement tous les niveaux de nomenclature et ça crée donc une grande instabilité dans les flux. J'ai résumé très rapidement la différence avec la solution apportée par DDMRP, c'est de mettre en place des points de découplage à plusieurs niveaux dans la nomenclature pour pouvoir absorber les flux à plusieurs niveaux dans cette nomenclature. Voilà, est-ce que jusque-là, ça va? Voilà, donc je vais partir de cette organisation-là et je vais vous donner quelques définitions pour qu'on se comprenne mieux après. Donc on a les flux de composants qui arrivent au niveau des composants, des fournisseurs, le fournisseur arrive par là. Ensuite on a le début de l'entreprise ici. Bon, c'est une entreprise, l'exemple que je vais prendre là, c'est un exemple que j'ai décrit dans le détail dans un roman policier qui s'appelle The Missing Links et qui explique la vie de cette entreprise qui fabrique des meubles en bois et en métal, qui les assemble, qui les peint, qui fait du contrôle qualité et ensuite qui les expédie chez les clients. Donc ici vous voyez représenter les différents buffers de la méthode DDAE, des buffers de stock, des buffers de délai, des buffers de capacité. Je ne rentre pas dans ce détail, mais vous sentez bien qu'entre un stock et un délai et une capacité, il y a une connexion. Soit on se laisse de la capacité supplémentaire, soit si on n'en a pas, on fabrique des stocks à l'avance, soit on prend des délais de sécurité. Tout ça c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet. Et selon les cas dans la supply chain, on va mettre l'un ou l'autre des buffers. Donc par exemple si on a un département qualité qui, on le voit même visuellement quand on dessine une supply chain, on voit que là, ça a des chances d'être un bottleneck. Mais ce que c'est un bottleneck, c'est-à-dire un boulet d'étranglement qui fait que si on n'a pas ici les ressources suffisantes pour absorber les flux qui viennent de l'amont, eh bien on aura beau faire tout un tas de progrès et d'amélioration dans le reste de l'organisation, ça ne sortira pas.
Donc c'est une situation que certains d'entre vous connaissent très bien. Il y a des gens dans la pharmacie, là, non? Enfin, il y a des entreprises qui sont très, très impactées par ces fonctions qui peuvent être des fois des fonctions un peu administratives ou ici du contrôle qualité, qui peuvent faire boulet à tout l'ensemble des flux parce qu'on n'a que quelques personnes compétentes qui sont capables de faire circuler les flux à un endroit de l'entreprise. Donc là, par exemple, on va avoir dans ce département qualité la fonction qualité-contrôle, la compétence va s'appeler quality control, et dans cette compétence, il y a inclus la capacité de remplir des documents de validation pour que le flux ressorte avec les documents qui accompagnent. Si on est dans un autre secteur de l'entreprise, ici on va être en production métal, production bois, eh bien le département s'appelle le manufacturing, la fonction c'est les ateliers, les skills, il va y avoir la compétence menuisier et la compétence métallier. Et puis les processus vont eux être divers, il va y avoir par exemple le processus d'usinage, le processus de perforation des métaux, le processus de dimensionnement, de contrôle qualité des dimensions des composants. Alors, quand on veut passer d'une organisation traditionnelle à une organisation dans laquelle on va utiliser ces buffers, on sait qu'il y a un très fort accompagnement du changement à faire. Les personnes qui souvent sont dans des services pas toujours très communicants les uns avec les autres, elles vont devoir suivre ce qu'on appelle la courbe de deuil de l'ancienne organisation, même si elle ne marchait pas très bien. On va devoir les faire passer par un ensemble d'états psychologiques pour leur donner l'envie de changer leur organisation. Alors sans rentrer dans le détail, ces courbes du changement ou courbes de deuil sont très importantes pour réussir les projets. On sait très bien que s'il n'y a pas cet accompagnement-là, ça coince. Et donc dans Demand Driven Institute, dans sa formation qui s'appelle aujourd'hui Demand Driven Supply Chain fondamentale, aborde cet accompagnement au changement des équipes. Et il y a une condition pour que les équipes acceptent le changement, c'est qu'il soit désirable, qu'il soit possible, qu'il soit approprié, qu'ils le méritent, mais évidemment qu'ils en aient les compétences. Et souvent on ignore, on sous-estime un petit peu ça. Pourquoi les gens n'ont pas envie de changer? Parce qu'ils ont l'impression que s'ils changent, ils vont se planter, parce qu'ils n'ont pas la compétence pour le faire. Donc on va s'axer dans cette présentation sur ce sujet-là. Alors je vais aller très vite parce que les équipes Fresh Connection vont finir à 5 heures, c'est ça? Non, ils ont déjà terminé en fait, ils ont terminé. Décline toute responsabilité, quoi. Du coup, ils peuvent patienter juste parce qu'il y en a qui ont des trains évidemment. Ouais. Donc je peux dire jusqu'à 7h15. D'accord. 17h15 après, voilà. Okay. J'essaie d'accélérer et de parler en 78 tours, mais je peux gaffer plus. Voilà. Ok. Alors ensuite, la clé de l'approche va être de se dire, alors j'ai pas exprimé cette métaphore-là, vous connaissez ces oiseaux-là, c'est des oies canadiennes. Et alors qu'est-ce que c'est que la particularité? J'aurais mieux aimé vous les faire trouver, mais on va aller vite. C'est qu'en fait ces oiseaux-là, ils représentent une équipe d'oiseaux, ils ont des âges, des sexes et des aptitudes différentes. Et pourtant, ils volent en V comme ça, avec la capacité intuitive de se remplacer les uns les autres en tête pour pouvoir aider l'équipe à percer davantage l'atmosphère et à pouvoir voler pendant les migrations très très loin. Donc c'est une métaphore que j'ai choisie pour expliquer justement cette approche des skills buffer parce qu'elle est exactement basée là-dessus, sur le fait que dans une équipe, on a forcément une diversité, mais que pour autant, cette diversité, c'est la richesse de l'équipe, avec des moins compétents qui vont aider les plus compétents à transmettre le savoir et améliorer en permanence les processus. Et la clé, elle se trouve sur ce slide-là. Elle est dans l'idée qu'on va confier une responsabilité particulière à des personnes dans l'entreprise qu'on va appeler des traîneurs internes, des formateurs internes, et on va demander à ces personnes-là de reprendre de leur manager
tout ce qui concerne la compétence technique et la capacité à former. Et donc ça veut dire qu'on va très clairement dissocier les aptitudes managériales qui sont plus des aptitudes de conduite d'équipe, au sens presque de leadership, et ça va permettre d'ailleurs d'avoir de ce fait des leaders qui peuvent être des gens très jeunes, mais qui ont du charisme, qui savent entraîner leurs camarades, tandis que les personnes parfois plus expérimentées, plus âgées, vont pouvoir emprunter une progression professionnelle vers l'aptitude à transmettre. Et on va valoriser de manière particulière cette aptitude à transmettre. Alors pour ça, bien sûr, pour y réussir, il faut formaliser les choses. On va donc formaliser 4 niveaux. Alors c'est quelque chose que les gens qui ont fait de l'assurance qualité connaissent, sauf que dans la plupart des cas de mise en place d'assurance qualité que j'ai vu, et j'en ai vu des dizaines et des dizaines, en général on a le niveau étudiant, on a le niveau opérationnel, on a le niveau expert et puis on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on n'a pas valorisé suffisamment et on n'a pas structuré suffisamment la formation des traîneurs parce que ça ne s'improvise pas. N'est pas traîneur, n'est pas formateur qui veut. Il y a des gens qui ont la fibre et puis il y a des gens qui l'ont moins. Et en tout cas, ça s'apprend au travers de formations qui peuvent être parfois assez lourdes, en termes de nombre de jours, et avec un entraînement à la présentation de cas spécifiques pour entraîner la personne à savoir faire ce travail de traîneur. Alors je vais passer très vite sur les définitions de chacun des niveaux pour vous dire simplement que qui on va nommer opérationnel, qui on va nommer expert. En gros, l'idée c'est opérationnel, c'est la personne qui sait manager 20% des processus qui supportent 80% des outputs. L'expert, c'est la personne qui sait le manager, résoudre 100% des problèmes. Tandis que le traîneur, c'est la personne qui sait former les autres, en plus. Donc, qui ajoute cette compétence de formation. Donc, rapidement, et cette définition, elle peut varier selon les entreprises. Chaque entreprise doit adapter, en fonction de sa maturité, qu'est-ce que c'est qu'un étudiant chez nous. Par exemple, ici, j'ai mis les exemples. D'un étudiant chez nous, ça peut être quelqu'un qui connaît le 5S, c'est quelqu'un qui va apprendre le 5S, la Total Productive Maintenance, etc. Évidemment que si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas cette maturité, qui ne fait pas de lean encore, eh bien c'est l'expert qui va connaître le 5S et qui petit à petit, grâce au traîneur, va former les opérationnels, puis quelques années après ou quelques mois après, va obligatoirement former l'étudiant. Donc tout ça c'est à adapter en fonction de la maturité de l'entreprise. Je passe opérationnel, je passe expert. Et le traîneur, dans l'idéal, c'est quelqu'un qui sait faire passer quelqu'un du niveau étudiant au niveau expert, qui sait aussi faire les audits et qui sait calculer les ROI. Vous voyez un peu l'intérêt que ça pourrait avoir d'avoir des traîneurs qui savent calculer les ROI et qui du coup vont pas aller voir le chef, le leader, parce qu'il en faudra toujours des leaders, ne serait-ce que la direction générale de l'entreprise, dont le métier est de prendre des décisions qui rapportent à l'entreprise financièrement. Imaginez un peu l'entreprise dans laquelle les équipes savent calculer elles-mêmes le retour d'investissement de leurs idées avant de les proposer. Je pense que vous pourrez tous mesurer à quel point on gagnerait du temps si on avait chacun dans nos équipes des gens qui savent faire ça. Alors bien évidemment, cette situation-là ne vient pas tout de suite, mais on peut imaginer que le traîneur, c'est quelqu'un qui est formé à calculer les ROI des projets. Et bonne nouvelle, avec des DMRP, avec des DAE, c'est très facile de calculer les retours d'investissement des projets, alors que dans les anciennes approches industrielles, c'est quand même pas évident de calculer les ROI. Je passe maintenant à la partie vraiment mise en place. Donc la partie mise en place de la méthode Skills Buffer consiste à d'abord, comme dans ISO 9000, de faire une grille de polyvalence, un tableau de polyvalence, avec, vous avez en haut les différents postes de l'entreprise, vous avez ici à gauche les différentes personnes de l'entreprise, et chacun, alors moi je recommande que les gens s'auto-évaluent,
et en discutent avec leur manager lors des entretiens annuels. Et chacun va s'évaluer par rapport à est-ce que je ne sais pas du tout faire le truc, alors dans ce cas-là j'ai 0 carré vert, est-ce que je veux apprendre et je suis en train d'apprendre à faire ce poste-là, est-ce que je suis opérationnel, est-ce que je suis expert. Je recommande dans un premier temps de ne pas nommer de traîneur et de mettre au point la formation de traîneur. On verra tout à l'heure avec Hassan que c'est une étape importante dans l'entreprise que d'avoir vraiment un parcours de traîneur assez riche qui comporte au moins 3 jours de formation de formateur, enfin au moins 3 jours de formation de formateur avec une évaluation par les pairs de est-ce que la personne est vraiment reconnue par l'ensemble de l'entreprise comme quelqu'un qui sait former et avec qui il est agréable de travailler pour être formé. Par exemple, je prends toujours cet exemple qui me fait rire, un formateur, c'est pas quelqu'un qui répète plus fort et en hurlant l'instruction. Vous voyez Bon voilà, c'est pas ça un formateur, c'est quelqu'un qui a appris à expliquer de manière différente selon les canaux de perception de la personne qui le forme. Voilà, alors si je vous montre un tableau comme ça, c'est quand même assez intuitif. Et j'ai mis en place ces tableaux-là dans une dizaine d'entreprises, je le mets au mur, très grand, et puis je dis aux gens, regardez ça, si vous étiez chef d'entreprise, quelles seraient les fonctions sur lesquelles vous feriez de la formation pour diminuer les risques de rupture des flux et améliorer la richesse immatérielle de l'entreprise en termes de capacité à échanger, partager les savoirs. Alors, on n'a pas trop le temps là, mais vous verriez tout de suite que, par exemple, ce poste-là, Total Quality, regardez, il n'y a que Roger qui sait le faire. Alors Roger a beau être un expert, tant mieux, heureusement encore, parce que... mais Roger, s'il va chez le dentiste ou s'il se casse la jambe, eh bien on fait quoi? Donc là, il y a un risque majeur sur cette fonction-là. Vous en avez d'autres comme ça. Là, alors il y a un peu moins de risque parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se former sur le poste de finance. Okay, mais quand même, si ce gars-là, c'est Georges, non, c'est Georgette. Si Georgette est absente, il en reste qu'un qui a un seul carré. Donc il y a des trucs qu'on ne saura pas faire. Quoi. Alors c'est moins grave que là, mais c'est quand même assez grave. Vous voyez, en général, les RH, je m'arrête Christine, mais en général, on sait intuitivement dire qu'il y a un risque là, ça, mais le calculer de manière un peu scientifique. Oui. Moi, je suis une mauvaise RH, je faisais des tableaux comme ça. Oui. Mais le point que c'est pas une mauvaise RH, justement. J'ai la technique, on va dire. Oui. Donc, je faisais ça avec les traîneurs aussi. Mm-hmm. Le problème qu'on a, c'est quand on va un peu plus finement dans un métier, c'est que nous, RH, on connaît notre métier RH, mais pas forcément tous les autres. Et là, on va dire, par exemple, avec mes supply chain managers, c'était vraiment quelles sont les petites compétences qui constituent la compétence d'un planeur, de je ne sais quoi. Et c'est souvent là où on a un peu... Alors c'est pour ça, bien sûr. Alors on met des choses dans la définition de fonction, mais on sait que le travail prescrit n'est pas forcément le travail réel. Et c'est là où... La clé, là, elle est très simple, Christine. Pardonne-moi, je vais vite, mais c'est un problème majeur. Alors, on verra avec Hassan tout à l'heure. Mais en fait, quand on commence ça au début, on a un drap de lit, quoi. Moi, je me souviens de mes tableaux de polyvalence dans certaines usines, il y avait tout le mur comme ça. Tellement on avait découpé fin. Et là, découper fin, ça veut dire quoi? Approche tayloriste. Approche tayloriste, approche en silo. Et à mesure que la méthode se met en place, on rétrécit, et on a finalement des gens qui sont capables de manager une partie plus large du flux, des processus le long des flux, et c'est un signe de bonne santé des compétences dans l'entreprise. Et parfois, ce qui peut être étonnant, c'est que quand on fait le découpage, on parle par métier un peu plus fin, comme je dis, c'est qu'on se rend compte que c'est des personnes d'autres services qui ont la compétence. Et là, mais la clé, c'est la value stream, c'est commencer par la value stream et dessiner les processus point par point, les décrire, et puis ensuite, à mesure que les personnes progressent, on va les regrouper. Et c'est de mémoire dans des usines de 300, 400 personnes, j'ai beaucoup travaillé en PME,
au début de l'année, on a une grille comme ça qui fait tout le mur, là, et au bout d'un an, elle est réduite par 2. Voilà. Vous vouliez, Christophe, vous vouliez dire Oui, je voulais dire un petit mot, mais je ne veux pas retarder. Ouais. Vous avez employé l'expression capacité par rapport à la richesse immatérielle. Ouais. Le tableau il est beaucoup plus global que uniquement la problème de supply chain. Oui, là on a toutes les fonctions. La deuxième, on n'a pas le bien temps sûr. de l'approfondir. Ce qui serait quand même intéressant, c'est de voir la matrice de ça. C'est excessivement complexe, parce que pour arriver en fonction des noms, les prénoms des gens, et puis les choses qu'on n'arrive pas à lire là-haut, là, c'est les postes. C'est les postes. En fonction des postes, il faudrait approfondir la connexion entre les deux. C'est ça qui est. Mais chaque personne va dire, par exemple, Roger va dire, moi... Je sais faire ci, je sais faire ça. Oui, c'est de l'auto-évaluation. C'est de l'auto-évaluation. C'est de l'auto-évaluation avec un réajustement pendant l'entretien annuel. Mais les gens savent le dire assez bien, hein, ça. Oui. En fait, ils savent le dire parce que c'est ce qu'ils font tous les jours. Okay. Après, il faut qu'ils s'évaluent. Et c'est intéressant de savoir s'ils s'évaluent de la même façon que leur manager les évalue. Ben, c'est ça, oui. Et s'il y a un écart, il faut le résoudre, bien sûr. C'est clair. Voilà, donc on démarre comme ça. Ouais. Et puis, donc, le troisième buffer, j'ai déjà décrit les 3 premiers. Pour ceux aussi qui ne connaissent pas la méthode, lorsque vous avez, dans ces buffers, les 3 couleurs veulent dire quoi? C'est quand je suis dans le rouge, je dois agir d'urgence. Quand je suis dans le jaune, je dois regarder quelles sont les priorités. Et quand je suis dans le vert, c'est que je dois agir obligatoirement. Voilà, donc le skills buffer va être sur le même modèle, sauf qu'on n'a pas 3 couleurs dans la tête là, on va avoir en fait des têtes de couleurs différentes, et quand elles sont tournées vers la droite, c'est qu'il y a un plan de formation en place, donc l'avenir est souriant. Quand la tête est tournée à gauche, ça veut dire qu'il y a un problème, alors surtout si elle est à gauche et rouge, là c'est gravissime, quoi, puisqu'il y a un problème et en plus on ne fait rien pour le résoudre. Ensuite, comment on va mettre comment on va placer ces 6 possibilités de signes de reconnaissance? Eh bien, on a plusieurs approches. On peut le faire, on doit le faire d'abord par personne. Donc ça, c'est pendant l'entretien annuel, hein, c'est relativement confidentiel, on le fait avec le salarié, et donc on regarde et on met en place une légende qui dit si le salarié a moins de 4 carrés et seulement une compétence, on va mettre sur on va lui mettre une tête rouge. Si le salarié a 4 compétences et 4 carrés et plus d'une compétence, c'est jaune. Alors, qu'est-ce que vous voyez là tout de suite apparaître? C'est qu'en fait, on va favoriser la polyvalence. C'est-à-dire le fait que les salariés puissent avoir au moins 2 postes sur lesquels ils savent travailler, parce qu'on sait que mentalement, ça va les encourager à comprendre ce que c'est qu'un flux, puisqu'ils ils doivent communiquer entre un poste et l'autre. Et puis évidemment, si le salarié a plus de 4 carrés et plus de skills, ça va mettre vert. Et toujours, si c'est tourné à droite ou à gauche, en fonction de droite ou gauche, eh bien, on va évaluer comme ça l'ensemble de l'organigramme. Donc avec des critères qui sont objectifs, et que petit à petit les gens vont s'approprier. Et puis ensuite, on va le faire par département. Et donc là, par département, on va calculer, là, de la même façon, on va se mettre une légende qui peut évoluer en fonction de l'entreprise et de sa maturité. On va se dire, par exemple, si dans ce département qualité, j'ai seulement un employé par compétence, ou pas de traîneur et pas d'expert, bien entendu, c'est un département qui est à risque. Là, c'est l'exemple est simple, c'est qu'une seule personne dans le truc, mais c'est pour comprendre plus rapidement. Là, on est dans la fonction supply chain, on a le supply chain manager, l'acheteur, le planeur et le responsable du magasin. Et bien là, on voit que y en a qui ont déjà 3 carrés, donc il y a déjà plusieurs possibilités, si l'un d'entre eux est absent, pour couvrir 100% des processus. Mais est-ce qu'il y a une formation en cours ou pas? L'idée, c'est que
si on n'a pas de traîneur dans la compétence, ça veut dire qu'on n'aura pas la possibilité d'accueillir d'autres personnes dans le service. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis allée un peu trop vite, mais une responsabilité importante qu'on va confier au traîneur, c'est celle de l'assurance qualité. C'est-à-dire que le traîneur va transmettre et actualiser les processus d'assurance qualité. On va retirer ça du rôle de manager, que d'ailleurs les managers font en général assez mal, parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Et donc dans un cas comme celui-là, si on focus simplement sur le flux, eh bien cette approche par département va nous permettre de mesurer, on se demandait tout à l'heure comment mesurer, que dans le département supply chain, on est à 2,5 en moyenne de carrés verts par personne. Il y a une formation qui est en cours, puisqu'il y a des traîneurs, donc la formation peut avoir lieu. En revanche, dans ce pauvre service qualité, eh ben, la personne a beau être plus compétente que la moyenne des autres, n'empêche qu'on est super à risque dans cette fonction-là, parce que si la personne est absente, et en plus il n'y a pas de formation en cours, eh bien le flux est stoppé. Ok? Vous voyez le principe, hein? Je vais vite vraiment, parce que je vois les équipes arriver, mais je vais très vite. Donc le niveau traîneur permet d'avoir une vue systémique. On va pouvoir ajouter, c'est très customisable en fonction de l'entreprise, on va pouvoir ajouter un focus sur le flux et l'innovation, par exemple, si on veut, dans la définition des niveaux, on peut par exemple dire s'il n'y a pas de traîneur, tout à l'heure il fallait qu'il y ait un traîneur ou un expert pour que 100% des problèmes puissent être pris en compte. Mais on peut par exemple, au niveau de maturité supérieure, se dire mais si je n'ai pas de traîneur, c'est rouge, parce que ça veut dire que je n'ai pas d'assurance qualité en place et je n'ai pas de formation des jeunes, des nouveaux possibles. Et donc là, les deux têtes vont être rouges. Alors il y en a une où il y a de la formation, c'est moins pire, mais les deux têtes vont être rouges, donc ça va être un point de focus pour l'entreprise. Et puis, donc si on résout le problème, en mettant par exemple Eric en polyvalence avec l'assurance qualité, ici on va envoyer un acheteur en formation de formateur, et du coup on va avoir gagné des carrés verts, et là on va se trouver avec encore une fois une façon de mesurer. Là on sait c'est jaune, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Quelle est la priorité? Ben là on la lit directement. Cette fonction supply chain est plus riche en termes d'immatériel, puisqu'elle a 2,6, tandis que celle-ci est moins riche. Donc il faut remonter le niveau du buffer ici. Vous voyez, alors imaginez ça sur des entreprises beaucoup plus complexes, ben, vous allez avoir une façon de le mesurer. Alors, en fait, je vais arrêter la présentation là, parce que là, on n'a vraiment pas le temps, parce que je voulais vraiment que Hassan puisse vous montrer ce qu'il a fait. Donc, vous n'aurez pas le lien avec SNOP, je sais que vous le vouliez. Tant pis, on va organiser une autre conférence à un autre moment. Et je vais tout de suite passer à... C'est dommage, c'est vachement intéressant, mais bon. C'est d'utiliser voilà. Voilà, on va passer parce que quand même il vient de Casablanca pour nous montrer ça. Donc vas-y Hassan, il nous reste 5 minutes. Merci Caroline. Voilà, alors. Donc on peut conclure la journée. Donc nous sommes dans un monde où tout est plus moderne et tout va plus vite. Donc on se sent ingénieur qui a lancé un projet de DMRP, un plan de transformation vers une adapté une entreprise. Donc c'est l'occasion qu'on a pour rencontrer Madame Caroline Mondon, qui a identifié avec nous une nouvelle contrainte qui peut non seulement ralentir le flux, mais peut complètement arrêter le flux. Donc aujourd'hui, les organisations